Bonjour Adeline. Bonjour Dr Jamal. Donc Adeline, merci de te prêter à l'exercice. On va démystifier les essais cliniques précoces. Tous les jours, nous à l'UIT, on reçoit des consultations et on prend en charge des patients avec différentes pathologies qui nous sont référés pour des essais cliniques précoces. Concrètement, un essai clinique précoce, comme tu le sais, c'est des études avec des nouveaux médicaments dans différentes pathologies dont le but de ces études, c'est de trouver la bonne dose, celle qui est pas trop toxique chez l'être humain. Puis l'espoir derrière ces études, c'est de trouver un médicament qui va changer la trajectoire des patients, que ce soit en oncologie, en neurologie, dans n'importe quelle autre maladie. Mais concrètement, toi, en tant qu'infirmière coordonnatrice au recrutement, comment tu gères ces consultations? Donc, dans la pratique, effectivement, tous les jours, nous recevons des demandes de consultation de médecins et oncologues de partout au Québec. Ils nous demandent donc d'évaluer leurs patients pour une étude clinique. La plupart du temps, il s'agit des essais de phase précoce que l'on appelle également les protocoles de phase 1. Mon premier rôle est donc de vérifier s'il y a un protocole qui est disponible pour la pathologie ou le site tumoral du patient. Par la suite, je valide qu'il y a bien de la place de disponible dans ce protocole et ensuite, je vérifie si le patient semble éligible au protocole identifié. Mais Adeline, que veux-tu dire? Je vérifie si un patient est éligible. Donc, l'éligibilité, c'est la liste des conditions que doit remplir un patient pour pouvoir participer au protocole de recherche. Donc, cette liste, elle est préétablie par le protocole en lui-même et elles sont différentes d'un protocole à un autre. Ce qui veut dire qu'un patient, en plus d'avoir la pathologie qui est ciblée dans le protocole, doit avoir une fonction rénale qui est normale, une fonction cardiaque qui est normale. Il ne doit pas avoir de maladie concomitante sévère. Il faut aussi que ses résultats de prise de sang soient dans les balises du protocole. Ce sont des critères qui sont très précis. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 à 6 pages en fonction du protocole de critères d'inclusion-exclusion et on ne peut pas déroger à ces critères. Mais que se passe-t-il si le patient n'est pas éligible? Alors, si le patient n'est pas éligible, à ce moment-là, je vais vérifier si je n'ai pas d'autres protocoles de disponibles pour le type de pathologie du patient. Si malheureusement, je n'ai pas d'autres protocoles de disponibles ou alors que je n'ai pas de place ou bien le patient ne répond pas aux critères d'inclusion-exclusion, à ce moment-là, j'envoie une lettre au médecin traitant pour l'aviser de notre analyse. En revanche, si le patient semble éligible et que j'ai de la place sur le protocole, c'est à ce moment-là que vous le rencontrez, Dr Jamal. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus d'informations sur la suite des choses? En fait, comme tu le sais, Adeline, à partir du moment où tu as jugé qu'un patient sur papier semble éligible, tu vas venir voir les médecins qui sont responsables de l'étude. Donc, moi ou un autre médecin va convoquer le patient pour être évalué. Puis pendant cette rencontre avec le patient, c'est là qu'on discute des risques, des bénéfices de l'étude dans son cas à lui, à quoi il va s'exposer comme risque, mais aussi les prises de sang qu'il va devoir passer, les scans possiblement des biopsies. C'est très variable d'un protocole à l'autre. Si le patient est intéressé, c'est là qu'il va signer le formulaire de consentement. En fait, c'est un long document de plusieurs pages qui dit au patient en détail dans quoi il s'embarque. C'est quoi le médicament, c'est quoi les visites, qu'est-ce qu'on va faire à différents moments du protocole. Ça décrit aussi l'engagement du chercheur, les notions de confidentialité et ce genre de choses. Et à partir du moment où le patient signe ce formulaire de consentement, commence une période qu'on dit de screening ou de dépistage qui va durer à peu près 21 à 28 jours, pendant lequel le patient va subir différents examens qui peuvent inclure des prises de sang, des scans, des biopsies, etc. Et pendant cette période-là, on vérifie qu'il n'est pas juste éligible sur papier, mais il est aussi éligible dans la vraie vie. Et à la fin de cette période de 21 à 28 jours, c'est là que le traitement commence. En fait, une des choses qu'il faut savoir, puis ça c'est important, c'est qu'on reçoit des consultations de partout au Québec. Et on regarde toutes les consultations, peu importe d'où elles viennent. Mais il faut que les patients soient conscients cependant que comme on travaille avec des molécules pour la première fois chez l'humain ou des molécules dont on ne connaît pas les effets secondaires, il se peut qu'on leur demande de déménager temporairement ou de se relocaliser temporairement aux alentours du site de traitement au CHUM pour qu'on puisse assurer une certaine sécurité advenant des effets secondaires, qu'on puisse les voir rapidement puis qu'on puisse les prendre en charge.
Et pour ce type d'essai très précoce, est-ce qu'il y a beaucoup de participants? En fait, étonnamment, souvent, les gens n'ont pas cette notion-là, mais les études de phase 1 ou les essais cliniques précoces s'adressent généralement à quelques dizaines de patients sur 1 ou 2 ans. Donc, c'est un nombre limité de patients chez qui on essaye cette nouvelle molécule. Ça fait en sorte qu'on reçoit beaucoup plus de demandes que de nombre de places qu'on a de disponibles pour les patients. Juste pour te donner un exemple, puis tu te rappelles probablement de cette situation, on a eu un protocole à un moment donné où on a reçu en l'espace de quelques mois à peu près 140 consultations. Puis au final, on a traité 21 patients au Canada, dont 7 au CHUM. Donc, bien évidemment, on n'a jamais pu répondre à la demande et on a dû répondre souvent aux médecins traitants que on n'avait pas de place disponible. Pour les gens qui ne connaissent pas la recherche clinique, qui ne connaissent pas la phase 1, ça peut être surprenant de se faire dire que malheureusement, il n'y a pas de place sur le protocole, mais c'est ça la réalité de la recherche clinique précoce. En tout cas, Adeline, j'aimerais te remercier de t'être prêtée à l'exercice avec moi puis d'avoir démystifié la recherche clinique, particulièrement en essai clinique précoce. Avec plaisir, Dr Jamal.